Patrick, Bloomberg a rapporté que les États-Unis préparent de nouvelles sanctions contre le secteur énergétique russe si Poutine rejette un accord de paix avec l'Ukraine. Lorsqu'il parle du rejet de l'accord, nous savons que Donald Trump pousse d'une certaine manière à obtenir des garanties de sécurité relevant de l'article 5 pour l'Ukraine. Il est impossible pour la Russie d'accepter cela. Et ce qui est extrêmement dangereux, c'est que les options envisagées incluent le ciblage de navires liés à la soi-disant flotte fantôme. Si les choses vont dans cette direction, je ne sais pas qui pourrait ramener un peu de raison dans tout cela. Donald Trump ne semble pas assez lucide pour comprendre la situation, la position dangereuse des États-Unis. Vous savez, toute la guerre en Ukraine est due à l'OTAN. Si vous êtes prêt à accorder à l'Ukraine des garanties au titre de l'article 5 de l'OTAN, alors qu'est-ce qui a changé après 4 ans de guerre en Ukraine? Eh bien, je dirais que toute la guerre en Ukraine est en réalité due à l'élargissement de l'OTAN, c'en est une grande partie, mais c'était aussi un projet américain. Dès le départ, c'était intimement un projet conçu par les États-Unis. Ils sont l'OTAN. Les États-Unis, c'est l'OTAN. Les États-Unis sont l'OTAN, la Grande-Bretagne en est le second adjoint, et les autres pays sont des États vassaux. Ils ne sont là que pour compléter l'ensemble, si l'on veut. Mais la rupture, le retour aux sanctions, encore une fois, c'est toujours le recours favori des États-Unis. Nous allons simplement recourir aux sanctions, car il est politiquement acceptable en Amérique de dire que l'on agit. Oh, nous allons lancer une nouvelle série de sanctions. L'Union européenne a largement endossé le rôle de puissance des sanctions. Le conflit où l'UDWR a véritablement commencé à utiliser les sanctions comme arme, c'était contre la Syrie. D'accord. Après 2012, c'est la pince conjointe des sanctions américaines et européennes contre la Syrie qui a finalement provoqué l'effondrement de l'économie syrienne et la désintégration de la société syrienne, la société civile, le gouvernement, et ainsi de suite. Cela a permis à une bande terroriste de prendre pratiquement le pouvoir, soutenue par les États-Unis, Israël et les Européens. Donc de leur point de vue, c'est efficace et cela fonctionnera, parce qu'ils pensent que cela a marché cette fois-là. Je veux dire, il leur a fallu près de 15 ans pour que cela fonctionne contre la Syrie, et à un coût énorme. Mais quoi qu'il en soit, ils pensent pouvoir mener cette guerre financière contre les Russes. Même si les Russes se sont révélés résilients face aux vagues successives de sanctions depuis 2014 qui visaient au départ, disons, l'annexion de la Crimée. Et donc, c'est en quelque sorte un geste de reddition. Je parle métaphoriquement, mais c'est vraiment une forme d'abandon. C'est une bonne nouvelle pour la Russie, car chaque fois que les États-Unis reviennent aux sanctions, la Russie sait qu'ils ne vont pas jouer une autre carte sérieuse, ou qu'ils ne le peuvent pas, parce qu'ils n'en ont pas. L'échec de cet accord de paix avec l'Ukraine, eh bien, il n'y a pas d'accord. C'est une position intéressante dans laquelle nous nous trouvons, car Trump a échoué à plusieurs reprises. Il faut se souvenir qu'il s'est présenté 2 fois à la présidence, en 2022, en affirmant qu'il allait mettre fin à la guerre. Cela a probablement influencé le vote des électeurs indépendants. Et ensuite, il a adopté Robert F. Kennedy. RFK menait plus ou moins cette conversation lorsqu'il se présentait à la présidence en tant que démocrate, avant de passer indépendant. Et une fois que Trump a intégré RFK dans le camp MAGA, Trump a adopté, et avec enthousiasme, le discours sur le président ukrainien et la guerre en Ukraine. D'accord? Mais l'échec répété au cours des 12 derniers mois a réalisé de réels progrès, au-delà, je le reconnais, d'un rapprochement positif avec Moscou, d'un dialogue, et c'est une bonne chose, et beaucoup de gens s'en réjouissent. Je suis sûr que notamment,
Les Russes en sont très contents. Mais en ce qui concerne ce qu'il faudra pour mettre fin à ce conflit, je ne pense pas qu'il ait fait le moindre progrès. Il n'y a aucun progrès. La raison tient à plusieurs choses. Je sais que cela va sembler cliché, mais j'attribue cela à une pure incompétence. Il n'a tout simplement pas le personnel qu'il faut. Il est entouré d'amateurs de bas niveau, de charlatans, des gens qui ne sont qualifiés pour rien. Et il n'a aucun conseiller prêt à lui dire la vérité, car si quelqu'un le fait, il se fait renvoyer. C'est le style de gestion de Trump. Cela peut paraître fort et efficace sur le plan intérieur, mais en matière de relations internationales, c'est une recette d'échec à répétition. L'autre problème, c'est Israël, le lobby israélien. Et nous le savons maintenant. Ils ont choisi eux-mêmes tous les membres de son cabinet, liés à la politique étrangère ou à la sécurité nationale. Ainsi, l'Ukraine n'est jamais une priorité dans l'esprit des personnes occupant des postes de décision, de Pete Hegseth à Marco Rubio et tous les autres. Et Steve Witkoff est un sioniste pro-israélien, totalement partial. Jared Kushner est un ami personnel des Netanyahou. Donc pour eux, la Russie et l'Ukraine, c'est une activité secondaire. Ils se disent, eh bien, peut-être qu'on peut obtenir un excellent projet immobilier à Moscou pour quelques hôtels ou quelque chose sur la mer Noire, peut-être à Odessa. Je veux dire, si j'étais les Russes et que je voulais mettre fin à la guerre, je promettrais à Jared Kushner et Steve Witkoff une sorte de complexe hôtelier en bord de mer à Odessa, et je l'appellerais Trump Resort à Odessa. Je te le garantis, les yeux de Trump s'illumineraient aussitôt. Une Trump Tower à Odessa, sur la mer Noire. C'est dire à quel point cette administration est corrompue. C'est une combinaison d'incompétence en relations internationales. Ils sont incapables d'établir un cadre pour conclure un accord, et de la faiblesse de Trump en tant que dirigeant. Trump cède avec une facilité déconcertante. Il a déjà cédé à Zelensky, il a cédé aux Britanniques, à Starmer, il a cédé aux Européens, et il vient encore de céder cette semaine. Il a complètement capitulé. On est donc passé d'encourage, la grande séance photo, la démonstration de force, à quoi maintenant? À rien. Tout s'est effondré. La fuite du plan en 28 points avait fait grand bruit avant Noël, mais il n'y a eu aucune substance derrière. Et pendant ce temps, il ne fait que publier des vérités grotesques sur Truth Social. Et puis, cette carte du Venezuela se joue aussi dans l'hémisphère occidental, et c'est d'une corruption flagrante. C'est une administration qui mise toute sa valeur et sa monnaie sur les séances photos, les réunions, les appels téléphoniques, les appels parfaits, les tweets et les accords imaginaires, qui ne sont même pas de véritables protocoles d'accord. Je ne pense pas que cette administration soit capable de conclure un traité, pas au sens traditionnel de ce que ce type d'accord a représenté par le passé. C'est une position très dangereuse. Maintenant, ils peuvent tergiverser, et je pense que ce qui s'est passé, Nima, c'est que la Russie le sait. Ils comprennent la nature de cet animal du marais et s'y sont adaptés. Ils en ont tenu compte dans leurs négociations et ils savent comment flatter l'ego de Donald Trump et divertir Steve Witkoff et Jared Kushner avec des visites touristiques autour du Kremlin et des discussions de 5 heures. Cela ne mène finalement à rien, car Steve Witkoff et Jared Kushner n'ont ni mandat ni portefeuille au sein du gouvernement américain. Ce sont le gendre et le copain, l'ami de golf de Trump. Donc, c'est une belle occasion de photo. Cela maintient la conversation, et j'en suis content. Je suis sûr que beaucoup de gens le sont aussi. Mais cela ne débouchera sur aucun accord négocié sérieux. Non, vraiment pas. C'est désorganisé. C'est le mot qui décrit l'administration Trump. Désorganisé, amateur et de ce style-là. Et vous savez, son fils Don Jr., je crois que c'était au forum de Doha, je ne sais pas si vous en avez vu quelque chose. Il a dit, vous savez ce qui est génial chez mon père? Mon père par-ci, mon père par-là, c'est constant, comme la fille de John McCain.
John McCain's daughters constantly, my father, my father. What's great about my father is that, Ce qui est formidable avec mon père, c'est qu'il est imprévisible. Personne ne sait ce qu'il va faire, pas même Trump lui-même, ce qui le rend différent de tous ces autres bureaucrates. C'est le discours typique du MAGA. L'imprévisibilité, telle que Don Jr. décrit son père, est un handicap total, fatal même, dans les relations internationales. Vous savez, Donald Trump sait ce que c'est que de construire un casino à Atlantic City, ou un terrain de golf en Floride, ou à Dubaï. Et il y a des lois, des documents à signer. Il y a un processus à suivre. Il y a des accords juridiques qui doivent être conclus. C'est la même chose dans les relations internationales. Mais Trump ne respecte rien de tout cela. De toute évidence, cette administration ne considère pas le droit international comme quelque chose d'important et elle écarte et rejette toute procédure régulière sur la scène internationale. And discards any due process internationally. You can see that with what's going on in Venezuela, with what On peut le voir avec ce qui se passe au Venezuela, avec ce qui s'est passé avec l'Iran et avec ce qui se passe à Gaza. Et ne nous faisons pas d'illusions. C'est un processus d'échec diabolique. À chaque point de tension géopolitique majeur, cela s'est terminé par une destruction massive, des morts et un génocide dans le cas du Moyen-Orient, ainsi que par de nouvelles guerres lancées contre l'Iran, contre le Yémen, contre la Somalie, dont personne ne parle, et maintenant contre le Venezuela, tout en proférant au passage des menaces contre les Russes. Ces sortes d'explosions et de menaces intermittentes venant de l'administration Trump, c'est désorganisé. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas comment passer de A à B. Par conséquent, ils échoueront. Si le règlement négocié est l'objectif, ils ne réussiront pas. Point final. Point final. Ils n'ont ni le calibre, ni l'intelligence, ni le personnel doté de l'expérience nécessaire pour rassembler, créer, gérer et finalement construire le cadre qui mènerait à un règlement négocié. Ce genre de choses que l'on a vu, et je n'aime pas faire l'éloge de Barack Obama, mais ce qu'était le JCPOA, c'était exactement cela, élaboré sur une période de 2 ans. Et bien sûr, cela a été saboté par les Américains et les Européens, probablement avec l'intention de le saboter dès le départ, pour donner l'impression qu'ils mettaient en place un accord nucléaire et, en fin de compte, le miner. Si l'on regarde le document de travail du Brookings Institution, intitulé « Which Path to Persia », sur les relations entre les États-Unis et l'Iran, ils avaient plus ou moins décrit ce scénario il y a de nombreuses années, bien avant même que le JCPOA n'existe. Mais au moins, c'est un exemple de ce qu'un accord multilatéral peut accomplir. Rassembler toutes les parties et contrôler la situation pour obtenir un résultat, à savoir une désescalade. Est-ce que cela peut se produire sous Trump? Certainement pas. Cela n'arrivera pas. Donc s'il a encore 4 ans, il n'y aura pas de règlement négocié avec ce président. S'il se décide enfin à agir et que d'une manière ou d'une autre, quelqu'un est nommé, ou que quelqu'un se mette à réfléchir, ou qu'ils font appel à Tucker Carlson, je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Mais en l'état actuel, il y aura des échecs répétés, car il laisse la porte ouverte aux Européens et aux Britanniques pour saboter tout ce qui avance de manière constructive, ou même semble le faire. En plus, il n'a pas le soutien des faucons républicains de Washington, ni des démocrates. Voilà le premier point. Il faut avoir de la solidarité chez soi. Et c'est une autre faiblesse de l'administration Trump. Ils ne croient pas qu'ils doivent parler à l'opposition. C'est en fait une caractéristique typiquement fasciste. Si l'on regarde dans l'histoire, ces régimes méprisent l'opposition et ne pensent pas avoir besoin d'obtenir un consensus, qu'il soit multipartite ou multilatéral. Trump est donc en train de glisser dans ce défaut fatal historique, si l'on peut dire, dans lequel de nombreux régimes fascistes ont sombré. Et c'est vraiment dévastateur si les États-Unis se comportent de cette manière, car ils sont la principale puissance hégémonique mondiale. J'aimerais pouvoir donner une perspective plus positive sur l'administration Trump,
mais ils rendent vraiment les choses très difficiles en ce moment. But it's really, they're making it so hard right now.